La pression était retombée. Avec l'innommable parti et la fausse délégation hégémonienne qui nourrissait les poissons, Karlach, Ozintsev et Morgan pouvaient enfin respirer. Ils en profitèrent pour faire le tour du petit navire de Cortex. C'était une corvette presque neuve, tout juste sortie des chantiers de Kéris, et les trois aventuriers l'explorèrent avec des étoiles plein les yeux. Ils notèrent la présence de plusieurs compartiments secrets, dissimulés çà et là, vides hélas, mais qui pouvaient toujours servir. Le premier pont, en dehors de l'atelier dans lequel avaient débarqué Morgan et Karlach un peu plus tôt, comprenait l'ébauche d'un laboratoire équipé de matériel de base et surtout d'outils pour stabiliser et stocker des échantillons biologiques. Hannibal n'avait pas prévu de rentrer les mains vides. 2 ordinateurs trônaient au fond de la pièce et Morgan se précipita dessus comme un naufragé sur un bon repas chaud. Les données étaient chiffrées, mais ça ne l'arrêta pas. La langue tirée et les sourcils froncés, elle commença à décoder. Pendant ce temps, Ozintsev fouillait les 3 cabines individuelles disponibles à l'arrière du second pont. L'une des 3 était inutilisée, mais les 2 autres avaient servi à Hannibal et Virtar. Celle du scientifique n'apprit rien au médecin polarien. Elle était presque vide. Même la couchette était nue, sans même un drap ou une couverture. Pourtant, il avait une tête à apprécier le luxe, se dit Roman, un peu dubitatif. Peut-être était-il monté à bord plus tard que les autres ? La cabine de Virtar, sans faire preuve d'un raffinement particulier, avait au moins le bon goût d'être meublée. Sur le bureau était même posé un petit terminal dans lequel Ozintsev trouva son journal personnel. Il y épanchait ses frustrations et les reproches qu'il avait à faire à sa hiérarchie, confirmant la mesquinerie du personnage. Mais un détail sauta rapidement aux yeux du médecin. À aucun moment le nom d'Hannibal n'était cité, mais il parlait pourtant bien de son collègue, en l'appelant Agnanak. Roman ne savait trop que faire de cette information, mais il la classa dans un recoin de son cerveau, pressentant qu'elle aurait son importance plus tard. Alors que ses amis fouillaient dans des ordinateurs ou des tablettes, Karlach, qui avait fini de faire le tour du navire en cherchant des compartiments secrets, s'ennuyait ferme. Elle se dirigea vers le sas du navire, où elle croisa Ella, qui venait satisfaire sa propre curiosité et sortit de la corvette. Le Dock-C avait effectivement pris un bon coup de sous-marin dans les gencives, mais les dégâts étaient probablement réparables. Gotter et ses équipes s'en occuperaient sûrement dès qu'ils auraient un peu de temps et de moyens. Bon, il était fort probable que Perdition dût se passer de ce dock pendant un certain temps. La mutante haussa les épaules en traversant les passerelles tordues et se dirigea droit vers la salle du conseil pour les tenir au courant. Dès qu'elle se fut débarrassée de la corvée, elle dirigea ses pas vers le crabe irradié où elle retrouva Astor et Vira, ainsi qu'un certain nombre de clients, tous avides de nouvelles. Le barman lui offrit le premier verre et Karlach commença à raconter ce qui s'était passé. Plusieurs heures plus tard, alors que Morgan et Ozintsev continuaient de travailler dans le navire de Cortex, le bar était bondé. Elle en était à son 13e verre, toujours offert, et elle entamait son histoire pour la 5e fois. Heureusement qu'elle commençait à la connaître par cœur, car l'alcool lui montait à la tête et rendait sa diction pâteuse et ses souvenirs embrouillés. Si, je te jure, le gars il me dit « on se reverra » et paf, il se met à fondre. Mais on s'en fout, on a gagné un navire tout neuf. Après avoir lu rapidement le journal de Virtar, Roman Ozintsev était descendu au laboratoire avec un échantillon de ce qui restait d'Hannibal. Le microscope et la centrifugeuse assez rudimentaire qui équipaient le navire lui apprirent rapidement que la gelée était le résultat d'une décohérence totale des organites composant un être vivant. Tout était réduit à sa plus simple expression. Même les fragments d'ADN étaient décomposés en protéines et en acides aminés. C'était un peu le même résultat, en beaucoup plus rapide, que les mutants affligés d'altérations moléculaires lorsqu'ils perdaient le contrôle. Ce qu'il avait sous les yeux était définitivement organique, mais il n'en tirerait aucune information. Ella entra dans la pièce d'un pas raide en leur demandant ce qu'ils avaient trouvé. « Du lourd, du très très lourd !» s'exclama Morgan sans détacher les yeux de son écran. « Je n'ai réussi à décoder que la surface, mais je peux déjà faire un genre de sommaire. Ce sont des données de recherche de Cortex. Il y a des trucs sur le clonage à partir d'une substance qu'ils appellent matière et qui viendrait des Proteus, d'après ce que j'ai compris. On a aussi des données sur un gaz qui rend fou furieux et paranoïaque, un genre d'armement biologique probablement illégal. » La mâchoire d'Ozintsev se décrocha et il leva les yeux de son analyse pour s'approcher de la technicienne et de ses découvertes. Même Ella, son intérêt éveillé, leva subtilement un sourcil. Morgan continuait en agitant les bras avec enthousiasme.
Un autre truc aussi, sur un sérum de vérité qui a l'air vachement prometteur de ce que je vois, et des recherches sur comment on contrôle un cerveau humain. Bon, je sais pas s'il y a des travaux originaux là, mais il y a au moins l'état actuel de nos connaissances sur le sujet. Ah, et puis il y a un nom qui revient régulièrement, le nom du type qui chapeaute tous ces projets, un certain Naga Khan. Ozinsef tout ça. Agnanak dans le journal de Virtar, Naga Khan dans les dossiers, c'était sûrement pas un hasard. Eh bien, dit Ella froidement, voilà qui est fort intéressant. Tout ceci doit valoir une très belle somme, une somme dont Perdition a grand besoin. Mais vous commencez à être très fatigué, vous devriez aller vous reposer, ces données ne vont pas disparaître. Moi, je dors ici, lança Ozinsef. Pas disparaître, pas disparaître. Après ce qui est arrivé à Hannibal, on sait jamais. Je préfère continuer, s'exclama Morgane, que l'épuisement rendait fébrile. Ella pinça légèrement les lèvres. Cela pourrait encore disparaître, dites-vous ? N'y a-t-il pas un moyen de faire une sauvegarde ? Si, balbutia Morgane qui, perdu dans ses recherches, n'y avait même pas pensé. Je reviens, dit Ella avec une petite ébauche de sourire sur les lèvres. Elle ne fut pas absente bien longtemps. Au bout d'un quart d'heure environ, elle revint avec un cristal de données vierges et un thermos rempli de café synthétique, qu'elle donna à Morgane avant de repartir. Le lendemain matin, Ozinsef se réveilla seul dans le navire et se mit aussitôt sur l'ordinateur de Cortex. Morgane, qui n'arrivait plus à rien au milieu de la nuit, avait fini par rentrer chez elle pour dormir quelques heures. Il chercha à avancer le travail de la technicienne avant qu'elle ne revienne. Il ne lui fallut pas plus d'une poignée de minutes pour réussir à effacer une bonne partie des données, sans même s'en rendre compte. Morgane, à son arrivée, fut surprise de constater ce manque, mais le mit sur le dos d'une sécurité quelconque qui s'était déclenchée pendant la nuit. Elle restaura la sauvegarde et continua son travail toute la journée, décodant une bonne partie des données scientifiques. Ce qu'elle trouva tenait toutes les promesses que le sommaire avait faites. Ils avaient là une véritable petite mine d'or. Carlac se leva tard, luttant contre une gueule de bois carabinée, et n'eut pas une journée très productive. Elle retourna au crabe, raconter son histoire à ceux qui ne l'avaient pas encore entendue, mais en se montrant beaucoup plus prudente que la veille avec les boissons qu'elle ingurgitait. En fin d'après-midi, le conseil leur fit parvenir une convocation. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle de réunion, ils eurent la surprise de constater qu'Astor était aussi présent, mâchonnant un filet de poisson séché qu'il tenait de sa main mécanique. « Salut les gars !» lança-t-il à leur arrivée. « Carlac, ça va ? T'encaisses ?» Il avait posé la question d'un air goguenard que la mutante ne releva pas, se contentant d'acquiescer de la tête sans mouvement brusque. « Bien !» lança-t-elle là Isara lorsque tout le monde fut installé. Nous devons discuter de ce que nous allons faire de la corvette hégémonienne, enfin, de Cortex, et des données que nous avons trouvées là et dans le laboratoire de l'Ennis. Sagement, chacun acquiesça sans dire un mot. La chef du conseil continua. Pour le navire, nous ne pouvons simplement pas nous en débarrasser. Il a trop de valeur, et nous savons trop bien à quel point nous avons besoin de ressources. Il va donc falloir lui donner une existence légale, en y faisant poser un transpondeur pirate pour changer son nom et son immatriculation. De plus, lorsque Cortex enverra des agents pour enquêter sur la disparition de leur groupe, ce qui est inévitable, ils ne devront pas trouver ce navire ici. « Facile !» intervint Morgane, attirant toute l'attention sur elle. « Je connais plutôt bien l'un des lieutenants de Malgo Huitpat. Un pirate. Je l'ai rencontré lorsqu'on faisait des missions dans le Pacifique. Enfin, bref. Chris crèche sur Arche, aux dernières nouvelles, et elle pourra sans aucun doute nous dépanner pour ça. Pas gratuitement, bien sûr, mais elle est fiable. » Astor, qui avait croisé les bras et écoutait attentivement, hocha la tête et confirma. « La confrérie des araignées, que dirige Malgo, est honorable. Ils ne vivent que très peu de piraterie, en fait. C'est plutôt des mécanos, les mécanos des royaumes de la Flibuste. Ils nous la feront pas à l'envers, ils tiennent à leur réputation. »« Parfait !» déclara-t-elle Isara. « Vous irez donc sur Arche. » Ozinsef serra les lèvres, mais s'abstint de tout commentaire. « Il reste la question des données que nous avons sur les bras. Elles aussi ont trop de valeur pour que nous n'en fassions rien, mais il va falloir être extrêmement prudent. Ce genre de choses peut attirer une attention indésirable. Une fois sur Arche, vous serez sur le territoire de la République du Corail. Vous pourrez explorer 2 pistes en profitant du fait que Cortex est très peu implanté là-bas. La première piste, ce sont les confréries pirates. Certaines peuvent être prêtes à acheter ces données. La seconde, c'est la société Palia, originaire de la République et principale concurrente Cortex.
Elle marqua une petite pause avant d'ajouter d'un ton plus sombre. « Méfiez-vous, je ne sais pas lequel de ces deux groupes est le plus susceptible de vous trahir. » Il fallut 3 jours pour tout mettre en place. Les services techniques avaient réparé les dégâts sur la coque de la corvette, le conseil avait donné 80 000 sols pour les frais inhérents au voyage, au docking et à l'immatriculation du navire, et Gotthard avait veillé à réapprovisionner les réserves de nourriture et d'eau. Ozinsef profita du délai pour aller récupérer le corps de Lénis dans sa grotte et pour l'autopsier. En dehors de sa mort provoquée par une attaque cérébrale d'une rare puissance, sûrement due à l'influence psychique de l'innommable, il trouva la réponse à une question qu'il se posait. Comment Cortex avait été mis au courant de l'existence du monstre et de l'attaque de perdition ? Un implant, discret, probablement posé à son insu, était relié à la colonne vertébrale de Lénis. Un simple dispositif de l'homme mort qui a envoyé un signal lorsque le cœur du scientifique s'est arrêté de battre. Cela répondait à une question, mais en soulevait une autre. La portée d'un tel dispositif ne pouvait pas être très importante. Il devait y avoir un relais non loin. Ce fut Carlac, lors d'une épiphanie soudaine, qui réalisa l'évidence. Lénis n'était pas venu à pied, il devait avoir un navire non loin. Un récepteur dans ce navire avait dû provoquer la libération d'une balise de surface qui a envoyé le signal beaucoup plus loin, probablement vers un récepteur entretenu par Cortex quelque part au-dessus de la région de Kéris. Ils essayèrent de le trouver, mais sans succès. Un petit navire posé sur le sol, sans doute recouvert de vases et d'algues depuis le temps, serait extrêmement difficile à dénicher. Ils prévinrent Gotthard qui s'occuperait d'organiser les recherches. Là encore, même si ce n'était qu'un petit transporteur, un vaisseau supplémentaire ne pouvait nuire à perdition, quitte à simplement le revendre ou à le réduire en pièces détachées. Pendant que Carlac et Ozinsef plongeaient, Morgan adaptait l'une des armures exo-zéro présentes dans le navire de Cortex à la morphologie de la mutante. Son gabarit n'était pas extraordinaire, surtout pour des armures conçues pour des hommes, mais passer la corne et demie dans le casque nécessitait un petit peu de bricolage. Et comme il ne pouvait pas partir avec les exo-1 de la station, il fallait bien s'y coller. Le matin du 4e jour, tout le monde était prêt, les au revoir étaient faits, et les 3 amis montèrent dans leur nouveau navire. L'instant fut chargé d'émotions. Quitter la station, même pour 1 mois ou 2, était toujours stressant. Qui savait ce qui pouvait leur arriver pendant cette poignée de semaines ? Et qui savait ce qui pouvait arriver à perdition ? Le monde sous-marin pouvait s'avérer sans pitié. Le sas se referma et ça y était. Ils étaient isolés. Ils étaient partis, même s'ils n'avaient pas encore quitté leur dock. Seule la voix de Gotthard dans la radio, qui ne prit même pas la peine de râler, les reliait encore à la station. Il leur souhaita bonne chance et, d'un ton professionnel, émit l'autorisation de larguer les amarres. Le premier jour de voyage se passa sans encombre. Ils partaient du nord de l'Amérique du Sud et se dirigeaient vers le canal qui traversait l'Amérique centrale. C'était le point le plus dangereux de leur voyage. Il fallait trancher un dilemme épineux. Soit ils passaient très près de Raux, la station hégémonienne qui avait, entre autres fonctions, la garde du canal de Panama, soit ils prenaient un peu de marge, mais il fallait naviguer en eau très peu profonde et prendre le risque d'être pris dans des perturbations venues de la surface. Soit ils prenaient un peu de marge, mais il fallait naviguer en eau très peu profonde et prendre le risque d'être pris dans des perturbations venues de la surface. Après une longue discussion autour du dîner, ils finirent par choisir un compromis et visèrent le milieu. Lorsque le choix fut fait, Ozinsef prit la parole. « J'ai un truc à vous dire, » dit-il de sa voix éternellement blasée. « Quand je bossais encore pour l'Alliance polaire, j'ai rencontré un type qui bosse pour des pirates. »« Il y en a des très bien, » fit Carlac avec un grand sourire aux dents pointues. « Celui-là l'était, » continua le scientifique sans relever la plaisanterie. « Il travaille pour les voleurs de gènes, un groupe dirigé par un certain Lestani le marchand. »« Oula !» laissa échapper la mutante. « Rien que ça !»« Vous m'expliquez » demanda Morgan qui était largué. « Les voleurs de gènes, » répondit Carlac, « sont des pirates très connus. Ils font dans la contrebande, mais pas n'importe laquelle, la contrebande d'informations. Et quand je dis information, je parle pas d'espionnage classique, mais bien des trucs scientifiques bien corsés. Autant vous dire que ni Cortex ni Palian les aiment beaucoup. Aucune boîte de biotech, de génétique ou de quoi que ce soit du même genre d'ailleurs. Idem des services de recherche des différentes nations. Bref, même selon les critères de la piraterie, ils ont beaucoup d'ennemis.
Comment tu l'as rencontré, ton gars ? Ça, on verra plus tard. Je voulais juste vous prévenir que je sais à qui on peut revendre les données de Cortex et de Lennis. » Dès qu'ils eurent fini de manger, Morgan retourna au siège du pilote. Il commençait à s'approcher de Raux, et il ne voulait pas laisser le navire en pilotage automatique. Elle tenait à naviguer le plus près possible du sol pour ne pas être facilement détectable. Cette prudence paya dès le lendemain. Une alarme fit entendre un son étouffé, calibré pour ne pas être audible pour un sonar non loin. Lorsque le navire était en mode silence, même les alarmes ne la ramenaient pas trop. La grosse lumière rouge qui clignotait frénétiquement, par contre, on ne pouvait pas la louper. Roman Ozintsev se pencha sur la console du sonar en mettant le casque qui permettait d'écouter directement les sons environnants. Il n'eut pas besoin de faire beaucoup d'efforts. L'ordinateur identifia instantanément une corvette et 2 escorteurs, ce qui était une configuration standard pour une patrouille hégémonienne à l'intérieur du territoire. Ce n'était pas une flotte immense, mais c'était tout de même largement suffisant pour qu'un petit sous-marin comme le leur n'ait pas la moindre chance. S'ils se faisaient repérer, il était peu probable qu'ils échappent au contrôle. La fuite était risquée face à une puissance de feu pareille, et le combat n'était pas envisageable du tout. Morgan réagit instantanément. Elle coupa les moteurs principaux et tout ce qui pouvait faire du bruit. Le navire, soudainement silencieux, glissa dans l'obscurité de l'océan en s'enfonçant doucement vers le fond. La pilote gérait la profondeur en remplissant progressivement les ballasts par petites touches pour descendre en douceur. Les frottements avec l'eau ralentissaient naturellement le sous-marin et elle se débrouilla pour qu'il touche le plancher océanique presque à l'arrêt. La théorie était facile, l'application l'était beaucoup moins. Mais Morgan fit preuve d'un talent certain et le navire vint se poser délicatement entre 2 rochers, s'enfonçant légèrement dans la vase, sans un bruit, ou presque. Les limons soulevés se redéposèrent doucement sur la coque, rendant le sous-marin presque invisible, même à l'œil nu. « Reste plus qu'à attendre », chuchota la mécanicienne. La patrouille hégémonienne passa doucement au large de leur position, petit paquet de points verts et menaçants sur leur écran sonar. Ozintsev, Karlak et Morgan gardaient les yeux rivés sur ces petites taches de lumière à l'aspect insignifiant, mais qui symbolisaient une menace bien tangible. Au même moment, le personnel de passerelle d'un de ces navires pouvait être en train de discuter d'eux, de décider de ce qu'ils allaient faire de ce petit contact sonar. À tout moment, ils pouvaient décider de changer de cap pour foncer droit sur eux, et la seule chose que pouvaient faire les 3 amis, c'était de fixer ces fichus points verts en espérant qu'ils continueraient tout droit. 1 heure de ce suspense mit leur nerf à rude épreuve, et ils ne commencèrent à se détendre qu'une fois les contacts disparus. Par sécurité, ils attendirent encore un certain temps avant de se remettre en route, redoublant de prudence. Il était difficile de maintenir un niveau de concentration constant pendant des jours et des jours, mais c'était une condition à la survie lors d'un voyage sous-marin. Le calme pouvait régner pendant des jours, des semaines ou des mois, puis tout d'un coup, une tuile pouvait vous tomber dessus en une poignée de secondes. Dans ces cas-là, le capitaine qui cuvait sa ravageuse dans sa couchette pendant que son appareil naviguait en pilotage automatique ne faisait pas de vieux os. C'est pourquoi il se relayait au poste de pilotage. Même si Ozintsev et Karlak n'étaient pas de bons pilotes, ils mettaient un point d'honneur à être présents derrière les commandes lorsque Morgan se reposait ou mangeait. Le calme régna 2 jours de plus avant qu'un étrange phénomène ne vînt les déranger. Des éclats de lumière se mirent à apparaître dans l'eau autour d'eux. Morgan serra les poings sur les commandes et leva les yeux pour essayer de regarder vers la surface. Il naviguait à moins de 100 mètres de profondeur alors qu'il contournait Raux en essayant de rester hors de portée de leurs balises de surveillance et de leurs patrouilles. Son regard ne portait pas très loin, bien entendu, mais elle put constater que ces petits éclairs étaient de plus en plus nombreux lorsqu'elle regardait vers le haut. C'était bien un phénomène lié à la surface. Probablement une tempête d'énergie, un cyclone du flux ou n'importe quel autre truc incompréhensible qu'elle ne voulait pas connaître. C'était magnifique. L'eau autour d'eux était de plus en plus souvent illuminée par le passage de petits fragments de lumière, comme des étincelles fusant sous l'eau pendant 1 à 2 secondes avant de disparaître. Elle laissait derrière elle des auras lumineuses, comme des cylindres bioluminescents qui s'estompaient doucement. C'était magnifique, mais inquiétant. Le navire fut la proie de courants contraires de plus en plus violents. Des claques d'eau, comme des vagues sous-marines, les frappaient de plus en plus fréquemment et de plus en plus fort. Morgan s'accrocha à ses commandes et essaya de compenser les écarts que faisait leur sous-marin. Personne n'avait le mal de mer, bien heureusement, car pendant presque une demi-journée, ils furent brinque-ballés à droite à gauche, le cisaillement des courants menaçant de rompre le navire et obligeant sa pilote à toujours s'orienter pour limiter ses forces contraires.
La frégate tournait dans tous les sens, et lorsqu'elle ne tournait pas, elle montait vers la surface mortelle, ou elle descendait vers le fond, non moins mortelle dans ces conditions. La tempête se calma en fin de journée, et Morgane, couverte de sueur et de crampes, put enfin se détendre. « Ça fait moins d'une semaine que nous sommes partis, » maugréa Carlac. « J'espère que le reste du voyage va être un peu plus calme, ou on n'arrivera jamais vivant en République du Corail. »« On a passé Raux et le canal de Panama, » répondit Morgane d'une voix fatiguée. « La profondeur va augmenter et le risque d'être détecté par une patrouille va diminuer. On a passé le plus dur. » Les faits lui donnèrent raison pendant 3 longues et calmes journées. Les passagers de la petite frégate commençaient à se relâcher lorsqu'un signal d'alarme les fit se précipiter vers la cabine de pilotage. Ozintsev, qui était de quart, leva ses yeux éternellement las et déprimés de l'écran des communications. « On reçoit un signal de détresse, » dit-il froidement. « Pas d'infos, pas de détails. Juste un SOS standard qui vient, selon l'identification liée au message, d'une frégate d'éveilleurs, qui était probablement en route vers leur station à l'ouest, Pontevin. »« Ça pourrait être un piège, » dit Carlac, qui avait trop fréquenté les pirates pour ne pas être méfiante. « Mais il faut y aller, on ne peut pas ignorer un signal de détresse. »« Nous avons une corvette à peine armée et qui n'est même pas officiellement à nous. Même si on trouve des survivants, on n'aura pas la place pour les ramener, » fit remarquer le médecin. « Ça dépend du nombre de survivants, » maugréa la mutante. « Il y aura sûrement des choses que nous pourrons faire. Combien de temps prendrait le détour ? » « Une demi-journée, » répondit la pilote après un calcul rapide, sans prendre part au débat. Un long silence s'installa, chacun pesant le pour et le contre, le risque contre la morale, la peur contre l'empathie. La question qui n'était jamais formulée mais qui était dans tous les esprits, et si c'était nous, dans ce navire échoué, attendant la mort en espérant des secours ? Des veilleurs, trancha Ozintsev. S'ils sont vivants, on se fera bien voir. S'ils sont morts, il y aura sûrement du matériel à récupérer. Ce dernier argument fit basculer le débat et ils changèrent de cap, s'orientant une 20aine de degrés vers le sud, droit vers l'origine du SOS. En quelques heures, ils arrivèrent sur le bord d'une crevasse, où, sur un large affleurement rocheux, s'était échoué l'émissaire de paix, la frégate des veilleurs. Le sous-marin d'une 100aine de mètres de long s'était écrasé sur la bande de roches à peu près plane, juste au-dessus d'une crevasse de plusieurs milliers de mètres de profondeur. Il avait piqué dessus, né en premier, s'était écrasé par l'avant et avait glissé jusqu'à l'escarpement rocheux où il s'était planté avant de basculer cul par-dessus tête et de s'écraser à la verticale le long de la corniche. Il gisait ainsi, sur son rostre déformé par l'impact, les hélices pointées vers le haut, sa partie supérieure posée contre l'immense mur de pierre. Morgane alluma les projecteurs de la frégate et fit le tour, tout doucement, et les 3 amis se penchèrent vers la verrière pour essayer de glaner le plus de détails possible. L'émissaire de paix ne semblait pas avoir subi de dommages autres que ceux dus au crash. Pas d'impact de torpille, d'armes à énergie ou de projectiles à supercavitation. Peut-être sur la partie écrasée contre la roche, mais c'était peu probable que seule la partie supérieure de la frégate ait été touchée en cas de combat. « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Ozintsev autant pour lui-même que pour les autres. « C'est le pilote qui s'est endormi aux commandes ? Ou une panne sonar qui les empêchait de voir le fond ?» suggéra Morgane peu convaincu. Les ponts supérieurs, qui avaient subi de plein fouet le choc contre la paroi rocheuse, devaient être inondés. Mais il était tout à fait possible qu'une partie du sous-marin échoué soit encore pressurisée. « Bah, de toute façon, va falloir y aller pour être sûr. Ça sert à rien d'attendre !» s'exclama Carlac, avant de se diriger vers la baie des armures de plongée, à côté du sas principal de leur navire.